L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce samedi, déclaration contradictoire sur une possible libération des lycéennes au Nigeria, alors qu'hier la présidence annonçait avoir conclu un accord avec Boko Haram. Ce samedi, les services de sécurité ont démenti l'information. La communauté sénégalaise du Mali reste engagée aux côtés du président Macky Sall. L'annonce a été faite ce samedi à Bamako à l'occasion de la journée culturelle de la communauté sénégalaise. Tandis qu'Ebola continue à tuer en Afrique de l'Ouest, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'épidémie condamne des milliers d'orphelins à une existence en quarantaine. Ils sont plus de 3700 enfants à se retrouver dans cette situation. Voilà pour le sommaire. Après l'annonce d'un cessez-le-feu au Nigeria avec les islamistes de Boko Haram et l'espoir d'une libération des lycéennes enlevés il y a 6 mois à Chibok dans le nord du pays, c'est la confusion. Aujourd'hui, les services de sécurité du Nigeria contredisent l'annonce du président Goodluck Jonathan et ils affirment qu'aucun accord n'avait été conclu avec Boko Haram. En tenue islamique stricte, sagement assise, elle prie. Avec en arrière-plan la bannière des combattants de Boko Haram, leurs ravisseurs. Déjà 6 mois que ces 219 lycéennes nigérianes ont été enlevées à Chibok, dans le nord-est du pays. Leur histoire a fait le tour du monde et depuis vendredi, le monde entier se reprend à espérer leur libération. La raison, cette annonce de l'armée nigériane. Je souhaite informer ceux qui m'écoutent du fait qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement fédéral du Nigeria et le groupe Al-Sunna Lida Awati Wal Jihad, connu sous le nom de Boko Haram. L'annonce du cessez-le-feu n'a pas été confirmée par Boko Haram. Mais selon Abuja, des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines sous la médiation du Tchad. Les terroristes ont fait part de leur souhait et de leur volonté de faire la paix et d'entamer ces discussions pour régler toutes les questions. Ils ont aussi assuré que les lycéennes et toutes les autres personnes en captivité sont vivantes et en bonne santé. Les terroristes ont déjà annoncé un cessez-le-feu en gage de leur bonne foi. Selon les médiateurs tchadiens, Boko Haram se serait engagé à mettre fin aux hostilités. En échange, le groupe demanderait la libération de ses membres détenus dans les prisons nigérianes. Une information qu'Abuja s'est bien gardé de communiquer vendredi. Pour l'instant, le sort des jeunes filles kidnappées reste toujours en suspens. Une nouvelle réunion entre le Nigeria et le groupe insurgé serait prévue dans les prochains jours. En attendant, Boko Haram poursuit ses exactions dans le nord du Cameroun, où il aurait tué des dizaines de civils cette semaine. Au Mali, la mairie de la commune 5 du district de Bamako et ses conseillers étaient ce matin face aux habitants de leur localité. Objectif, débattre des questions liées à l'exercice du budget 2015, un débat public exigé par la loi. Le point avec Mahmoud Kabadjakite et Cheikh Tidiane Koulibaly. Cette rencontre annuelle organisée par la mairie de la commune 5 rentre dans le cadre de la révision du projet de budget au titre de l'exercice 2015. Comme à l'accoutumée, le maire et ses conseillers étaient face aux habitants de la commune pour échanger sur les activités devant être menées courant 2015. Une démarche démocratique et citoyenne impliquant l'ensemble de la population à la gestion communale. Il y a eu des discussions dans les 8 quartiers administratifs de la commune 5. Donc ici, nous faisons une synthèse sur le budget que nous allons adopter la semaine prochaine. À l'ouverture des discussions, les autorités communales sont revenues sur les activités et projets réalisés depuis 2012 par la mairie et ses partenaires. L'essentiel, c'était des projets d'assainissement, notamment des puisards. Mon adjoint vous a dit, nous avons réalisé à ce jour plus de 330 puisards à Sabalibougou. Nous avons fait des investissements immatériels. Par exemple, quand nous soutenons la sécurité, ce sont des investissements assez importants. Ça va certes dans le fonctionnement, mais ça renforce le service de sécurité. Quand vous renforcez le social,
tous ces indigents que nous supportons, mais c'est sur le budget principal de la commune, c'est sur les impôts et taxes que nous prélevons. Pour l'année 2015, le budget prévisionnel s'élève à 3 988 20 francs CFA, un montant en diminution de 8% par rapport au budget 2014. Ce budget est prévu pour le fonctionnement de la commune et les investissements courant l'année. Nous avons constaté que les recettes ne rentrent pas à hauteur de souhait. Si vous regardez la ligne des recettes, nous sommes au maximum dans le taux de réalisation, entre 44 et 48%. Donc il faut être lucide et estimer ce qui est à notre portée. Donc si cette année-ci nous avons maintenu le budget avec une diminution de 8%, c'est que nous comptons sur des investissements importants. À travers le débat d'échange entre autorités communales et population, plusieurs difficultés ont été abordées suivies de propositions concrètes dans le but de l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ce document de budget devrait être déposé au gouvernorat du district avant le 31 octobre prochain. Autre titre de ce journal, hommage des Sénégalais de la diaspora au président Macky Sall ce samedi. Ils se sont retrouvés à Bamako pour le lancement de leur journée culturelle et du fonds d'investissement des Sénégalais de la diaspora, occasion pour eux de renouveler leur soutien au président Macky Sall dans la perspective de la présidentielle de 2017. Albertine Dotse, Moussa Barikou pour le compte-rendu. Dans le but de redynamiser dans la diaspora l'Alliance pour la République du Sénégal, les membres du parti vivant au Mali se sont retrouvés à Bamako. Il s'agissait également pour les participants de réaffirmer leur soutien au président Macky Sall. On a organisé cette manifestation aujourd'hui pour le président Macky Sall, pour le rendre hommage, pour ce qu'il a fait pour les femmes sénégalaises de la diaspora. C'est dans le cadre du programme Sénégal émergent que le président Macky Sall avait lancé le fonds d'investissement des Sénégalais de l'extérieur, un financement évalué à près d'1 milliard de francs CFA. Les femmes sénégalaises du Mali viennent de bénéficier d'un montant de 100 millions de francs de ce fonds. Les femmes sont placées au premier niveau, à savoir qu'elles n'ont pas les mêmes facilités que des hommes, en termes de réinsertion sociale, en termes de formation professionnelle, en termes également de capacité de retour au pays natal. C'est un financement qui permettra à ces femmes bénéficiaires de renforcer leurs activités sur leur terre d'accueil, le Mali. On a rempli nos actions, mon travail, parce qu'il y a des femmes coiffeuses, il y a des femmes restauratrices, il y a des femmes couturières. On a rempli nos actions avec les fonds que le président nous a donnés, vraiment. Et on est en train de rembourser le prêt qu'on nous a donné, toutes les femmes du Mali. Ils sont en train de rembourser les fonds, vraiment, pour les autres qui n'ont pas encore bénéficié. Les femmes sénégalaises se sentent bien accueillies au Mali et c'est ce qui favorise également leur insertion dans la société. Elles sont d'ailleurs convaincues que leurs différentes activités auront un impact certain dans le développement économique du Mali. Protection de l'environnement, le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité Sotuleg a organisé ce matin une journée de reboisonnement et de reboisement, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la fin de leurs activités débutées le 30 août dernier. Reportage Abdoulaye Maïga et Sekou Doumbia, commentaire d'Ibrila Maïga. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on. C'est conscient de cette assertion que le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité, Sutelec, a procédé ce samedi matin à cette journée de reboisement à la direction générale de la SOMAGEP, la Société malienne de gestion de l'eau potable. Qui parle d'eau, parle d'arbres, qui parle d'arbres, parle d'eau et d'énergie, et qui parle de l'eau aussi, parle de l'assainissement. Donc nous avons voulu exprimer notre volonté de pouvoir accompagner les pouvoirs publics dans le développement des énergies nouvelles et renouvelables, dans le développement aussi de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Cette initiative a réuni les trois entités, à savoir l'EDMSA, la SOMAGEP et la SOMAPEP. Il faut ajouter que cette activité s'inscrit dans le cadre d'un développement durable. Cette activité qui entre donc dans le cadre du développement durable est très importante aux yeux de la direction générale qui elle-même, je le rappelle, a eu à procéder à sa propre journée de reboisement sur la colline de Badlabougou. C'est un appel que je lance à toutes les entreprises maliennes
pour s'investir au-delà de leurs activités, on va dire, régaliennes, de leurs missions régaliennes, pour s'investir dans le domaine de l'environnement. Certains pensent qu'un syndicat, c'est pour juste des revendications, mais il y a des actions citoyennes comme le reboisement. Quand ça a été annoncé, nous avons contribué volontairement et c'est un grand plaisir pour moi d'être là et représenter toute la SOMAPEP pour cette cérémonie. Un beau reste de la nature humaine, débuté le 30 août dernier et qui ne compte pas s'arrêter là, selon les initiateurs. La lutte contre Ebola, la France a mis en place un dispositif pour tous les passagers en provenance de Conakry en Guinée. Prise de température et questionnaire à remplir, étape obligatoire à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, comme vous le voyez sur ces images. Et parmi les conséquences de cette épidémie en Afrique de l'Ouest, l'augmentation du nombre d'orphelins, selon les derniers chiffres publiés par l'UNICEF, plus de 3700 enfants ont perdu un ou deux de leurs parents à cause du virus. La plupart de ces orphelins sont rejetés par certains membres de leur famille par crainte de l'infection. Miata est l'aînée de sa famille. Dans peu de temps, elle va accoucher de son premier enfant. Mais aujourd'hui, elle doit aussi s'occuper de ses 3 petites sœurs. Infectées par le virus Ebola, leur père est décédé au mois d'août. Un mois plus tard, c'est leur mère qui succombait à son tour. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leur scolarité, pour leur acheter des vêtements, parce que toutes leurs affaires étaient à la maison et tout a été brûlé. J'ai donc besoin d'aide. Je n'ai pas de nourriture, rien. Tout comme Miata et ses sœurs, il y a plus de 2000 enfants rendus orphelins par Ebola au Libéria. Les autorités locales ont mis en place des centres d'accueil d'urgence pour ces enfants, dont certains sont abandonnés par leurs familles proches, trop pauvres ou trop effrayés par le virus. Face à l'ampleur de la situation, l'UNICEF dans les pays touchés par l'épidémie. Des efforts énormes sont mis en place pour aider les orphelins et prendre soin des enfants dans les centres d'accueil provisoires. Ils y restent 21 jours, durant lesquels ils sont observés, pris en charge en grande partie par des survivants du virus Ebola. Ils sont donc immunisés et peuvent toucher et prendre soin de manière plus humaine de ces enfants qui en ont désespérément besoin dans ce genre de situation. Mais les ressources humaines manquent cruellement pour faire face à l'ampleur de la crise. L'UNICEF prévient, avec la propagation rapide de l'épidémie dans la région, le nombre d'orphelins va augmenter. On parlera également tout à l'heure des violences policières contre les migrants africains. Un de ces migrants a été tabassé à mort par les gardes-côtes espagnols. On parlera également de cette nouvelle flambée de violence à Hong Kong. Mais avant, voyons ce qui fait les restes de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotsi. Afonso Dhlakama, le chef du parti d'opposition Renamo au Mozambique, estime que les élections de mercredi n'ont pas été honnêtes, mais il a promis ce samedi ne pas recourir à la violence. 22 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été massacrées vendredi soir par des rebelles ougandais lors d'une nouvelle tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo. La population exhorte l'ONU à monter au front contre ce groupe rebelle. Des affrontements entre tribus sunnites et rebelles chiites ont fait au moins 16 morts ce samedi près d'Ib, portant le bilan à au moins 40 tués en 2 jours de combat dans cette région du sud-ouest du Yémen. Selon des responsables locaux et des témoins, une requête lancée par des membres de tribus a donc tué 12 rebelles chiites se trouvant à bord d'un véhicule, tandis que 4 combattants sunnites ont péri dans les combats à Yarim, au sud d'Ib. Le Maroc a formellement démenti avoir renoncé à l'organisation de la CAN 2015 de football, a indiqué ce vendredi le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports. Le Royaume a toutefois sollicité il y a une semaine le report de la compétition face aux risques sanitaires liés à l'épidémie. Par ailleurs, le Ghana aurait été sondé par la Confédération africaine pour récupérer la compétition. Venons-en maintenant à ces violences policières espagnoles contre les migrants africains. Une centaine de ces migrants ont tenté de franchir la triple clôture haute de 6 mètres qui sépare le Maroc de l'enclave de Melilla. Les gardes-côtes espagnols se sont rués sur un migrant et l'ont battu à mort avant de le ramener à la frontière marocaine.
Nouvelle nuit de violence à Hong Kong contre la police et les manifestants pro-démocratie. Les protestataires qui ont réussi samedi matin à réoccuper un campement démantelé la veille par les forces de l'ordre. Le gouvernement local de Hong Kong propose aux manifestants de rouvrir les négociations avant mardi. La police à l'assaut des barricades dans les rues de Hong Kong, le scénario est resté sensiblement le même que les nuits précédentes. Ici, pas de véritable résistance. Ailleurs, très vite, la situation dégénère. Au parapluie, symbole du mouvement de désobéissance civile, la police réplique à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Et chacun se renvoie la responsabilité. Jusqu'à présent, les policiers ont été particulièrement tolérants face aux activités illégales des manifestants. J'espérais qu'ils se calmeraient et s'exprimeraient de façon pacifique. Malheureusement, ils ont décidé de rester dans l'illégalité. Ils sont de plus en plus radicaux et touchent Hong Kong dans son ensemble. L'objectif était de dégager les principaux axes menant aux quartiers commerçants dont l'activité est parfois paralysée depuis bientôt 3 semaines. Mais les manifestants ne l'entendent pas de cette oreille, sitôt dégagés, sitôt réoccupés. Au petit matin, ils réinvestissent les lieux et s'organisent. Face à un avenir encore incertain, on tue le temps comme on peut. On dénonce un comportement policier à même de bloquer toute reprise du dialogue avec les autorités. Ils veulent nous faire croire, ok, on est d'accord pour dialoguer avec vous, mais vous savez, le résultat ne sera jamais positif. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester assis ici, de patienter et de voir comment les choses vont évoluer. Le dialogue, on n'y croit donc plus. D'ailleurs, les étudiants à la pointe du mouvement n'ont toujours pas réagi à la proposition des autorités de Hong Kong de reprendre les discussions dès mardi. À l'approche d'une nouvelle nuit sur les barricades, ils multiplient les appels au calme. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite des programmes tout à l'heure. Votre bulletin en anglais, News of the Week à 20h30, suite de Mission Impossible saison 5, 21h30 Afrique Info, première partie, et à 22h15 votre feuilleton Saloni. Passez d'excellents moments à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 19h pour le débat du dimanche. Excellente suite des programmes sur Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.